Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir. Je m'appelle Martin Louvel. Je suis président cofondateur de Chakari, qui est la première plateforme de coaching et d'accompagnement des professionnels de santé. Voilà, donc on intervient sur le volet humain, relationnel, managérial. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Céline Aron. Donc, bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Martin. On a un record en termes d'inscriptions. On a plus de 150 inscrits et inscrites qui viennent des quatre coins de la France. Donc, bienvenue à tous nos participants et participantes. Aujourd'hui, le sujet qui nous anime, c'est comment fédérer pour l'amélioration du parcours de santé de ces patients. Et donc, Céline, tu es médecin de formation, tu as donc été aussi chef de service, tu as créé le réseau Apport Santé, donc qui fédère maintenant plus de 6000 acteurs. Et on est très, très heureux de t'accueillir. Ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par te présenter. Qu'est-ce qui t'a donné envie peut-être pour te présenter de manière un petit peu originale sur le pourquoi. On se démarre par le coup. Pourquoi tu as décidé de devenir médecin? Quel était ton élan initial pour te former et entrer dans cet univers-là? Merci déjà, merci de m'accueillir. Moi, je suis vraiment ravie d'être là et de pouvoir échanger avec vous. J'espère qu'il y aura plein de questions et qu'on pourra répondre aux attentes. Donc, n'hésitez pas dans le chat à mettre. Je surveille du coin de l'œil et j'essaye d'apporter les éléments au fur et à mesure de réponse. Médecine, c'était aider les personnes, c'était l'empathie. J'ai un côté empathique un peu prononcé depuis toujours. Et bon, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, puis finalement après psychiatre. Et puis voilà, je fais médecine en général et pas psychiatre. Et voilà, l'envie de travailler avec tous, l'envie de travailler en équipe. J'ai toujours travaillé en équipe. Ça fait partie aussi des choses importantes pour moi, la relation. Donc je crois que c'est voilà, l'envie de travailler avec les autres en relation. La relation, donc effectivement, c'est au cœur du sujet qui nous anime aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on peut commencer par des définitions. Il y a tout un contexte, notamment lié à Ma Santé 2022, avec un ensemble de structures qui se sont lancées. Et donc, la notion de parcours de santé, quand tu le définirais, un parcours de santé? Est-ce que ça commence au moment où un patient sent qu'il a des symptômes? À quel moment ça termine? Quelle est la définition des termes du sujet sur un parcours de santé? C'est une vaste question. Je n'ai pas relu la définition pour être précise. Donc, pardon Martin, je vais la donner justement de la façon dont je la ressens. C'est-à-dire qu'un parcours de santé, c'est dès lors qu'on a une question de santé, et je dis bien pas problème, je dis question, et ben on rentre avec un parcours. Et justement, le parcours, il dit bien que c'est avant, pendant, après. Et donc, on va considérer toutes ces étapes. Et là, si on parle de santé en général, il y a avant, ça va être la prévention, ça va être tous les axes de la santé, ça va être le soin, ça va être l'accompagnement sur l'après aussi. Et on parle bien de santé et pas de soins parce qu'on va intégrer des dimensions qui sont certes sanitaires, mais aussi psychologiques, aussi sociales. Et on pourrait aller même un peu plus loin avec un parcours de vie. Certains le font en intégrant tout ce qui est la question du logement qui va évidemment interagir aussi avec la santé. On le voit avec l'environnement, on le voit aussi avec les gens qui ont des problèmes de mobilité pour lesquels il faut ajuster le logement. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de la personne par rapport à une question de santé. C'est une définition personnelle, je réviserai, mais après webinaire, la définition exacte. D'accord, mais en tout cas, c'est ce que j'aime bien dans ta définition, c'est qu'il y a cette notion qui est au cœur du sujet déjà de communauté. Enfin, de communauté dans le sens où on voit qu'un parcours de santé, il fait intervenir beaucoup de compétences et qui va aussi s'intéresser à des aspects de prévention, d'accompagnement, même une fois qu'on peut être considéré comme guéri. Donc, on parle justement de la médecine des 4P aujourd'hui, préventive, prédictive, personnalisée, participative. Et donc, moi, ce que j'aimerais justement pour entrer dans le vif du sujet, c'est un petit peu, d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, qu'est-ce que fait le réseau Apport de Santé aujourd'hui? Et on pourra revenir au qu'est-ce qui t'a donné envie de le créer, voilà, et comment tu as réussi à le créer.
Alors pour revenir un tout petit peu en arrière par rapport aux questions là dans le chat, il y a bien un parcours de soins sanitaires, parcours de santé quand on intègre les dimensions sociales, médico-sociales, psychologiques, et parcours de vie quand on intègre la dimension environnement, habitat, etc. C'est un peu comme ça normalement. Et ben, ce qui caractérise un parcours justement, c'est d'avoir plein d'acteurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand on définit comme ça que ça intègre tellement de personnes et tellement de partenaires, pas que des professionnels de santé, tellement de partenaires d'institutions aussi, hein, et puis même de politique, que finalement, c'est cette vision globale, on va dire, holistique, que je trouve extrêmement intéressante. Et ce qui m'a donné envie de travailler là-dessus, c'était ça. C'était un moment où je travaillais à l'hôpital et où je m'occupais beaucoup du diabète. Et où on voyait que les patients, quand ils partaient du service de pédiatrie vers le service d'adultes, eh ben, on en perdait en route. Il y a des gens qui ne venaient pas, on n'arrivait pas forcément, on n'avait pas forcément les mêmes messages. Après, on s'occupait, enfin, moi, je me suis pas mal occupée du pied diabétique, les gens partaient en ville et c'est pareil, le discours n'était pas le même, les soins n'étaient pas le même. Donc, c'était cette diversité de messages qui freinait l'adhésion des patients qui, moi, m'a interpellée. C'est de dire, si on se met tous ensemble et qu'on harmonise nos messages, nos façons de faire, ce sera dans l'intérêt du patient, on aura une meilleure adhésion aux soins, on aura des meilleurs messages préventifs parce qu'ils ne seront pas contradictoires si on dit tous la même chose aux patients. Et en plus, on pourra s'organiser pour avoir une continuité dans les soins et des meilleurs résultats. Donc, c'est ça qui m'a donné envie. Au début, c'était on avait pensé avec le service de pédiatrie faire une école du diabète, puis finalement on s'est dit on va faire un réseau de santé. C'était Diabex parce que c'était l'époque des réseaux de santé et qu'on voyait que les diabétiques avaient un déficit de suivi. Ils n'étaient que 40% à faire le fond d'œil, ils ne faisaient pas leurs examens d'hémoglobine glycée, c'est-à-dire sanguin, tous les trimestres comme ils auraient dû. Donc ils avaient des complications. Et là, la question c'était comment on peut s'organiser. Et la lettre était vraiment blanche. Hein. La page était qu'est-ce que vous avez envie de faire pour améliorer ça, pour répondre à ces différents points que j'ai évoqués. Donc, c'est comme ça que c'est parti. D'accord, donc vraiment le point de départ, ça a été plutôt quelque chose qui est relié à ton pourquoi, je dirais, l'envie d'aider les patients et la relation, avec le constat qu'il y avait des trous dans la raquette, entre guillemets. Donc, ce 40% de diabétiques qui, visiblement, ne sont, voilà, n'ont pas forcément fait tous les tests nécessaires pour s'assurer de leur guérison. Donc, comment, en fait, on diagnostique, je dirais, d'abord cet état des lieux sur les dysfonctionnements du parcours de soins. Parce qu'il faut, pour fédérer, trouver la problématique, finalement. Et donc, comment on pourrait aider nos participants et participantes qui s'intéressent à ce sujet à faire ce diagnostic? Alors, tu l'as bien dit, c'est-à-dire qu'avant de fédérer, il faut savoir autour de quoi, donc il faut savoir de quoi on parle, donc c'est-à-dire aller avoir des références qui peuvent être scientifiques, des publications, des chiffres statistiques, enfin, en tout cas avoir une problématique, c'est habituel, c'est pas lié au champ de la santé, mais on a un problème de santé et on se dit comment on va le résoudre. Et en général, c'est rare de pouvoir résoudre tout seul, donc on se dit qu'il va falloir se mettre à plusieurs, surtout quand c'est des maladies comme ça, des maladies chroniques et qui impliquent tellement d'acteurs. Et donc on se met autour de la table et on se dit comment on va faire. Alors, si on reprend l'historique, c'était la question comment on fédère, par où on démarre. Moi, je me souviens, et c'est une anecdote, hein, la première fois quand on s'est dit, bon, on va écrire ça, au début, j'étais avec ma copie, je n'étais pas du tout habituée depuis que j'ai fait du chemin, c'était dans les années 2000, même avant, 98, il fallait écrire un projet. Et comment on écrit un projet? Et avec qui on va travailler? Comment on va faire? Combien ça coûte? Enfin, tous les éléments qui sont soumis à tous ceux qui écrivent des projets. Voilà, donc maintenant, ça va, j'ai acquis l'expérience là-dedans, je sais faire. Mais au début, ça fait un peu drôle et je pense que ceux qui sont ici et qui ont envie de mener des projets, ben, c'est la première question. De quoi je vais travailler, qu'est-ce que je vais faire et avec qui. Et je crois que ce que je retiens, moi, c'est qu'en fait, il faut travailler à plusieurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soi-même trouver la réponse. Et ce qui est enrichissant, c'est d'être à plusieurs. Moi, j'ai très vite travaillé avec les patients. Et ça fait partie des choses qui me semblent importantes, avec les patients et avec des professionnels de plusieurs horizons. Je pense que dans les facteurs clés de succès, on dira, c'est intégrer les patients très tôt, c'est avoir une vision, on va dire, pluriprofessionnelle. C'est-à-dire pas uniquement des médecins, pas uniquement des infirmiers, c'est tout le monde. Et c'est ça qui fait la richesse et qui permet de faire le tour d'un problème pour en trouver les solutions. Et puis, c'est tous les modes d'exercice. C'est du libéral, c'est du privé, c'est du public, c'est des gens qui sont du social. Et c'est en intégrant tout le monde. Alors, on n'est pas obligé d'avoir 10 personnes, hein, mais déjà avoir quelques regards croisés. Ça permet de ne pas rester dans la pensée unique et de ne pas se fourvoyer et de commencer voilà, à écrire les choses et à démarrer une action. Est-ce que ça répond à ta question, Martin Absolument, absolument. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce que tu évoques. Je retiens d'abord le fait de partir du patient et souvent, je pense que c'est quelque chose, on l'avait évoqué dans la préparation de ces webinaires, qui n'est pas forcément toujours naturel et qui peut même être un petit peu
difficile. Alors, comment on implique le patient dans la construction de son parcours de santé? Comment on crée ces conditions de confiance pour rendre le patient partenaire d'abord? Je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau interindividuel, c'est je suis face à mon patient et comment j'arrive à faire ce qu'on appelle l'empowerment, hein, c'est-à-dire le rendre acteur, l'impliquer, comment je l'écoute. Et ça, on sait aujourd'hui que ce n'est pas avec des conseils, mais que c'est bien en partant de ses problèmes et de ses préoccupations qu'on va pouvoir faire un bilan. Alors, il y en a qui appellent ça, si on parle d'éducation en santé, un bilan éducatif partagé avec le patient, le professionnel et le patient. Et ensemble, on va se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on constate tous les deux et qu'est-ce qu'on construit ensemble et qu'est-ce qui est acceptable pour vous et comment on va faire. Donc, rendre le patient partenaire, c'est bien construire un projet avec lui, de mon point de vue. Et ça, si on veut prendre un peu de hauteur par rapport à la question du projet qu'on évoquait tout à l'heure, d'un projet qui serait un projet un peu plus large, hein, qui englobe plus de personnes, c'est la même chose. C'est travailler avec les associations de patients et de dire bah, comment vous voyez les choses, par où on commence, quelles difficultés vous rencontrez. Il y a un autre moment, enfin, on y reviendra après, hein, mais quand Diabex, on a décidé de devenir rapport santé, qui était sur un autre modèle, hein, qui n'était plus sur le diabète, mais sur la prise en charge globale justement de personnes avec des parcours de santé complexes, et bien, la première étape, c'était de réunir des professionnels et de leur dire qu'est-ce que vous avez comme difficulté aujourd'hui, de quoi vous avez besoin. Et ensemble, on a construit. Mais la première étape, elle est bien d'écouter. Donc ça, c'est valable finalement dans l'inter-individuel et aussi dans le collectif pour les projets. Alors, merci, hein, ça, c'est des pistes très, très concrètes. Justement, comment on arrive à libérer ce temps-là quand on est médecin, quand on est même infirmière, où on sait que le planning des soignants est très, très, très dense. Et donc, comment on arrive à trouver ce temps et comment on rend cela possible? En fait, comment on peut démarrer petit à petit? Et j'aimerais que tu nous parles concrètement de comment tu as réussi à démarrer Diabex et créer ces premières étapes. Tu as fédéré et tu as réussi à arriver assez rapidement à des réseaux de 300 personnes. Donc, quelles ont été les étapes clés pour y arriver? Ben écoute, c'est toujours une question, et même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand on a un projet, alors en général ça part de quelques-uns, hein, ou d'un ou de quelques-uns, il faut dégager du temps. Et je crois que c'est toujours, enfin, pratiquement toujours du temps personnel. Moi, j'ai travaillé ce projet le week-end, je me souviens le soir dans mon lit au tout début, d'écrire le truc, et j'ai encore les images en tête hein, au tout démarrage, parce qu'à un moment donné, il faut investir, il n'y a pas le financement, et donc ça vient en plus. Et je crois aujourd'hui, dans l'équipe, nous, au niveau d'Apport Santé, on a beaucoup de projets sans arrêt. Et chaque fois qu'on crée un nouveau projet, c'est du temps supplémentaire que les gens donnent, qu'il faut aller chercher, parce que quand ce n'est pas financé, eh ben, au début, il faut donner. Et on voit ça aussi dans les communautés professionnelles territoriales de santé aujourd'hui qui s'organisent en ville. Les professionnels, ils donnent de leur temps libre aussi, parce qu'au démarrage, c'est un investissement. C'est ça qui est peut-être terrible ou pas. Bon, ça montre aussi où sont les envies. Mais il y a du temps, à donner. C'est rare de pouvoir les dégager. Donc, après, comment on trouve ce temps par petits bouts, voilà. Après, c'est les moments de pause, c'est les moments où on va se téléphoner, c'est là où on arrive à dégager du temps, j'ai envie de dire. Alors justement, je pense que oui, vous l'avez très bien dit, ça part de l'envie de résoudre un problème et d'abord de donner du temps d'écoute. Quelles sont les difficultés? Thérèse Psiouk fait une mention sur le sujet des patients partenaires experts, effectivement, qui est très, très pertinente. Et nous avons une question sur quelle est la place de la charte du parcours de santé et comment l'articuler avec la dynamique de parcours et des usagers. Alors, c'est une question peut-être un peu technique là. Il y a la charte du parcours de santé. Enfin, moi, je n'ai pas en tête les détails de ça. J'ai beaucoup travaillé sur les chartes de tout ce qui est implication des professionnels, organisation de parcours. Hein. En tout cas, peut-être il faut préciser la question s'il y en a une, voilà, s'il y a un point plus précis à développer là-dedans. Ce qui est certain, c'est que si on veut organiser des parcours, ça se fait avec les usagers, c'est-à-dire ça se passe par le consentement, ça se passe donc initial, ça se passe à toutes les étapes, chaque fois qu'on fait un choix. Si par exemple on coordonne un parcours de santé complexe, je vais prendre un exemple voilà, qu'on traite au quotidien au niveau d'Apport Santé, il faut déjà recueillir le consentement du patient, ensuite il faut qu'il nous donne des informations. Après, il faut qu'il soit d'accord pour qu'on partage ces informations avec d'autres professionnels pour aller les chercher. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur les objectifs. C'est-à-dire qu'à toute étape, on est toujours en partenariat avec l'usager quand on travaille sur des parcours de santé qu'on veut améliorer, à l'échelon individuel, je parle. Mais ce n'est pas que le patient lui-même, c'est aussi ses professionnels. C'est-à-dire que travailler sur un parcours, ça implique le médecin traitant. Et donc, à toutes les étapes,
Et moi, je me rends compte, en fait, par exemple, au niveau d'Apport Santé, qui est une expérience vraiment où on travaille sur des parcours complexes, c'est qu'on passe notre temps à faire les allers-retours entre le patient, son entourage, hein, sa famille aussi, et le professionnel. Si bien qu'on a caractérisé ça par un travail qu'on a fait, qui a été un travail de recherche, où on a montré qu'il y avait beaucoup de temps de médiation. Ce qu'on appelle la médiation, c'est même des fois sur des détails, c'est comment on va choisir l'horaire de passage de tel professionnel, comment on va organiser le rendez-vous, qui va accepter comme infirmier à la maison ou pas, etc. Et tout ça, c'est un travail qui, voilà, coordonner, c'est faire de la médiation, mais je crois que là encore, où on se met à l'échelon individuel du patient, et c'est ce qu'on vient de dire, donc c'est voilà, coordonner tout le monde, donc faire de la médiation avec tous autour du patient, mais si on est autour d'un projet, si on veut prendre un peu de hauteur par rapport aux questions qui étaient posées, c'est exactement la même chose, c'est comment on va croiser tous les regards de tous les professionnels, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, quel que soit le secteur d'où ils viennent et quelle que soit la profession. Et à partir de là, comment on va pouvoir construire un projet, le faire avancer, le faire évoluer en permanence. C'est toujours aussi de la médiation pour préserver la vision de chacun, j'ai envie de dire, et l'intérêt de chacun aussi. Alors, tu as parlé de parcours de patient complexe. Est-ce que tu pourrais le définir? Alors, la définition officielle, c'est 2 intervenants professionnels autour du patient. Donc, on voit qu'avec ça, voilà, on va pas très loin, mais voilà, si par exemple autour du patient, il y a déjà 2 professionnels qui interviennent dans sa santé, ben, on considère que c'est un parcours complexe. C'est-à-dire qu'il faut coordonner le médecin, l'infirmier. Voilà, ça fait vite, hein, 2 professionnels qui interviennent, ou alors un acteur social, et puis un acteur du champ social et un acteur du champ sanitaire. Et à ce moment-là, on considère que c'est complexe. En réalité, la définition, moi, que j'aime bien, c'est de dire que la complexité est celle qui est perçue par le professionnel. C'est-à-dire que, à nouveau, à Apport Santé, nous, on est une plateforme territoriale d'appui. Donc, les professionnels nous appellent quand ils sont en difficulté avec un patient et qu'ils ont besoin d'un appui ou d'un renseignement ou d'un appui pour coordonner. Et dans ces cas-là, c'est la complexité qu'ils ont perçue qui, pour moi, fait la définition de la complexité. Je veux dire par là que ne pas trouver un infirmier sur un territoire où il n'y a pas d'offre suffisamment, c'est complexe pour un médecin, par exemple. Ou alors avoir un patient qui a un refus de soins, même s'il n'y a pas beaucoup d'intervenants autour de lui, c'est complexe. Donc, c'est la complexité du point de vue du professionnel dès lors qu'il va chercher de l'appui et qu'il se dit là, moi, tout seul dans mon cabinet, ça va être compliqué et j'ai besoin d'un appui. Alors, est-ce que justement, tu pourrais donner des exemples concrets des difficultés les plus fréquentes des professionnels de santé qui contactent la plateforme Apport Santé? Quelles sont-elles et comment vous les accompagnez concrètement? Alors, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'une la première difficulté, et à nouveau, quand je parle, je prends aussi, je reste aussi centrée sur le sujet, qui est demain, je suis un professionnel, j'ai un projet et comment je vais pouvoir, je vais pouvoir le mener à bien. Hein. Donc, la première chose dont on s'est rendu compte, c'est que les professionnels n'avaient pas accès facilement à l'information. C'est-à-dire qu'on a tous un bout de l'information, et si on parle de la santé, c'est-à-dire des ressources, hein, qui sont disponibles ou du fonctionnement de certains systèmes, mais on n'a pas toute la vision. Donc, si on est seul face à un patient, je crois qu'il n'y a aucun professionnel qui est en capacité de dire, moi, je sais tout ce qui est disponible pour ce patient. Dans tous les champs qu'on a évoqués tout à l'heure, sanitaire, social et médico-social. Donc, on a beaucoup de demandes d'informations. Où est-ce que je peux trouver un professionnel qui fait de l'antonox pour mon patient parce qu'il a besoin de soins dentaires? Où est-ce que je peux trouver un établissement de santé spécialisé dans l'obésité qui peut accueillir mon patient obèse, une IRM, pareil. Voilà, c'est des questions de recherche d'informations, de recherche de disponibilité de professionnels aussi en secteur 2. Je cherche un chirurgien vasculaire en secteur 1, donc pas 2. Où est-ce que je peux en trouver un pour mon patient, avec quel délai? Donc, c'est l'accès à l'information. Une autre demande qu'on a souvent, évidemment, c'est la sortie d'hôpital. La sortie d'hôpital est un moment extrêmement difficile pour certains patients. Et ce n'est pas toujours facile à voir quand on est à l'hôpital. Le patient sort, on ne sait pas comment c'est à domicile, on ne sait pas qui sont les professionnels. On a bien le prénom d'une infirmière la plupart du temps, mais rarement le nom. Donc, il va falloir aller faire l'enquête pour savoir qui sont les professionnels, les prévenir pour qu'ils soient à domicile quand le patient va rentrer et permettre sa sortie en sécurité. Et ça, c'est une vraie enquête et c'est un vrai travail de coordination pour qu'au moment où le patient sort, tout fonctionne bien et que s'il y a la moindre difficulté à domicile, on puisse réalerter et corriger et améliorer les choses. Par exemple, on a déjà eu, je donne des exemples, un patient qui rentre, pour lui tout allait bien, puis arrivé à domicile, l'infirmière se rend compte qu'il n'y avait pas d'eau chaude, ce qui était peut-être pas grave, mais enfin quand même compliqué pour une personne fragile. Donc voilà, ça, beaucoup de sorties d'hôpital et puis des maintiens à domicile aussi, parce que pareil, pour un médecin seul dans son cabinet, des patients qui commencent à glisser un peu, où il y a de plus en plus de besoins, eh bien, il va falloir à ce moment-là organiser les choses et puis aider à trouver et faire le lien. Et c'est une question qui a été posée que je vais reprendre, hein, qui est en effet décloisonner.
On se l'était dit aussi en préparation, mais la première étape, comme je disais tout à l'heure, en faisant venir tout le monde, c'est de décloisonner. C'est pas considérer qu'il y en a un qui sait, l'autre qui ne sait pas, un qui travaille bien et qui travaille mal. C'est donc voilà, le respect de chacun, l'entente de chacun. Et c'est pareil, dans la médiation que j'évoquais, on fait ça aussi parce que chacun a sa vision, le professionnel de ville, le professionnel de l'hôpital. Et donc, il faut décloisonner. Il faut décloisonner avec le social aussi. Il y a la question du secret médical qui peut être abordée. Les assistants de service social ont un secret professionnel qu'ils n'ont pas toujours envie de partager parce que c'est justement un secret professionnel. Pareil dans la santé. Donc, comment on va réussir à organiser un parcours en respectant ça et en faisant en sorte que les gens se parlent. La façon dont on l'a répondu au début, par exemple, à Apport Santé, qui est une PTA qui intervient sur deux départements. Donc, plateforme territoriale d'appui, c'est-à-dire qu'elle est là pour donner de l'information, coordonner des parcours complexes et apporter un appui aux pratiques professionnelles. Et c'est plus de 7000 patients par an qui bénéficient d'une action chez nous. Et donc, au début, on n'avait pas prévu d'assistant de service social, on pensait travailler avec ceux du secteur. Et puis, on s'est rendu compte très vite qu'on n'allait pas y arriver si nous-mêmes, on n'avait pas d'assistant de service social pour parler aux assistants de service social, avoir de l'information et pouvoir faire le lien avec les professionnels. Bon, je continue, après, je ne sais pas si... Alors, il y a une question que je trouve intéressante sur la notion de sortie d'hôpital, et après on pourra revenir sur Apport Santé et les étapes clés. Quel est le rôle du médecin référent dans le parcours de santé? Comment on crée ce lien-là Il y avait la question aussi sur le cadre de santé. Alors, sur ces deux, je vais répondre sur les deux. Sur la question du médecin référent, c'est-à-dire du médecin traitant, c'est lui la base. C'est-à-dire qu'on ne peut intervenir, par exemple, pour coordonner un parcours, organiser les choses qu'avec lui. C'est lui qui va faire le lien, c'est lui qui connaît son patient. Donc, la première étape, c'est bien d'appeler le médecin et d'organiser le parcours avec lui. Si on parle d'organiser un parcours de santé, c'est avec le médecin du patient. Et quand il ne veut pas, ce qui peut arriver, il n'y a pas d'intervention tierce, là on est bien en difficulté parce qu'on ne peut pas intervenir. On n'a d'abord réglementairement pas le droit d'intervenir si le médecin du patient n'est pas d'accord. Donc ça c'est une première chose. Et après sur la question des cadres de santé, évidemment qu'elles ont un rôle, de même que sur tous les assistants de service social des établissements de santé, mais leur intervention s'arrête à la sortie de l'hôpital et ils n'ont pas toujours la vision de ce qui se passe à domicile. Donc, comment on va, avant la sortie, se construire la vision de ce qui se passe à domicile? Et ça, c'est une enquête de fourmi. Appeler les aidants, appeler le voisin, appeler le pharmacien, appeler tout le monde, appeler voilà, tous ceux qui tournent autour du patient pour savoir ce qui se passe et se faire une idée des choses. Et c'est comme ça qu'on va être en sécurité. Et puis, assurer une veille quand le patient sort. Parce qu'une fois que le patient rentre à domicile, nous, des fois, on a des appels parce qu'il n'a pas les clés, parce que voilà, il n'y a pas l'eau, parce qu'entre-temps, le pompier avait cassé une fenêtre, ça n'a pas été réparé, etc., ou les aides sociales ne sont pas mises en place. Et donc, il faut faire le lien pour que tout ça s'active, pour que le patient ne soit pas réhospitalisé. C'est un des buts aussi d'éviter la réhospitalisation. Merci. Alors, justement, pour revenir au cœur du sujet de comment on fait pour fédérer. Il y a un point que tu as mentionné sur lequel j'aimerais juste revenir un petit peu, c'est comment on arrive à créer les conditions de la confiance dans une équipe interdisciplinaire avec des personnes qui sont des médecins, qui sont infirmières, qui viennent de différents univers, ville, hôpital. Comment on arrive à mettre ça en mouvement, à créer des conditions d'un dialogue constructif et comment justement tu arrivais à passer de ces échanges plutôt entre pairs à quelque chose de plus gros qui arrivait jusqu'à fédérer 6000 personnes. Écoute, c'était le vrai challenge. Hein. C'est là qu'on a eu du succès au niveau de Diabex, parce qu'au début, on a réussi assez vite à faire ça. Et si j'essaie de voir un peu en arrière, qu'est-ce qui fait que ça a marché? J'ai envie de dire, c'est des valeurs déjà, des valeurs de respect de chacun et de ne pas juger. Et moi, souvent, je discute avec certains parce qu'il y a une vision de l'un ou de l'autre qui est à l'hôpital, on travaille comme ça, oh là là, dans le privé, c'est comme ça, oh là là, lui travaille comme ci. Je pense que personne n'est en capacité de juger. Et la première étape, si c'est dans l'animation d'un groupe, d'une équipe, soi-même, on n'est pas dans le jugement et qu'on considère que chacun travaille bien a priori et qu'on n'est pas là pour... voilà, qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et surtout ça, on ne sait pas, on n'a pas la vision. Et c'est pareil quand les patients rapportent des propos ou des choses, c'est de ne pas forcément les considérer parce que c'est la vision de l'un, mais ce n'est pas la vision de tous. Et ça, à nouveau, c'est valable autour d'un parcours patient, c'est valable quand on organise un projet, c'est-à-dire chacun a droit à la parole et chacun est respectable de principe. Moi, je me rappelle au tout début, c'était les réseaux de santé, donc c'était des listes fermées de professionnels. Et on avait, par exemple, les gens venaient parce qu'ils avaient envie de venir dans le réseau. Maintenant, ça ne marche plus comme ça, les plateformes d'appui, mais à l'époque, c'était ça, il y a quelques années.
certain nombre. Et moi, je me souviens voilà, d'une diabétologue qui m'avait appelé en disant, mais enfin, ce cardiologue, il est venu, c'est pas possible, il travaille pas bien. La réponse était de dire, moi, je ne suis pas là pour juger le travail que font les gens. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon rôle. Il est cardiologue à l'hôpital, il a envie de s'intéresser au diabète, il vient. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça l'état d'esprit et la façon dont on s'y est pris pour être dans le concret. Je crois qu'une des étapes majeures, ça a été de mettre les gens autour de la table. Maintenant, ça se fait beaucoup plus. On parle beaucoup plus en pluripro, même si ce n'est pas toujours autant qu'on voudrait. Mais c'était un moment où on a fait des formations en mettant autour de la table des médecins, des diététiciens, des infirmiers. Alors, ça faisait très drôle parce que les médecins ne sont pas habitués à suivre une formation en même temps qu'un diététicien et qu'un infirmier. Et ça a très bien marché. Même si au début, il y a eu des réserves, ça a permis en fait que les uns et les autres se disent que l'autre profession avait des choses vraiment intéressantes à dire. Ou parce qu'elle était formatrice elle-même, l'autre profession, ou alors parce qu'au travers des échanges, des discussions, des remarques, on se dit, tiens, c'est drôlement pertinent ce qui est dit. Ça a été la même chose, on fait régulièrement, bon, la Covid nous a pas mal freiné, des colloques, des réunions, jusqu'à 300 professionnels qui viennent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait parler tout le monde. On fait parler quelqu'un de l'hôpital, quelqu'un de la ville, un infirmier, un éducateur sportif, une association de patients. Et cette parole-là qui est du coup écoutée, eh bien, elle permet aussi de valoriser chacun et donc de fédérer, parce que les gens qui sont dedans s'approprient le projet, dès lors qu'on leur donne la parole et l'occasion de travailler, et puis les autres entendent et trouvent toujours qu'il y a des choses pertinentes. Et ce qui va avec, ça a été les protocoles coopératifs. Ça a été, de mon point de vue, je dirais, s'il y a un élément majeur, c'est ça, c'est les protocoles. Moi, je crois que c'est comme ça que j'ai commencé, en disant on se met autour de la table et comment on va faire pour surveiller telle ou telle maladie ou pour organiser l'éducation du patient. Et ça, c'est ça, ça a été un élément important. Alors, Les protocoles coopératifs, juste pour clarifier, c'est les protocoles de prise en charge des patients qui sont co-construits par un ensemble d'acteurs de santé, c'est ça? C'est ça, c'est dire on veut des protocoles organisationnels, on est ensemble dans une plateforme d'appui ou avant dans un réseau de santé, comment on va s'organiser, qui va faire quoi. Et donc, on va l'écrire, mais pour ça, on va se mettre tous autour de la table et on va le co-construire. Et ça peut être des protocoles thérapeutiques aussi, comment on va surveiller la rétinopathie du patient diabétique, qui va intervenir à quel moment. Souvent, c'était des protocoles très simples, qui étaient des protocoles qui existaient au niveau des instances nationales, comme la Haute Autorité de Santé, mais qu'on se réappropriait. En fait, c'est la question de s'approprier le sujet et de s'approprier au sens du groupe, de créer un groupe et de créer une communauté. Et ça fait partie des éléments fédérateurs, de créer un noyau de personnes qui vont derrière pouvoir, on va dire, porter la bonne parole et fédérer eux-mêmes et en fait faire vivre le projet. Alors, j'étais curieux sur la notion de formation. Comment vous choisissiez les thèmes de formation ou les thèmes de vos colloques, justement pour s'assurer que ça intéresse vraiment tout le monde et de donner cette parole à différentes professions? Alors, à un moment, ça a été des formations. Après, en fait, je crois que dans les éléments de succès aussi, avant de répondre à cette question, c'est l'agilité. C'est-à-dire, je me rends compte chaque fois, c'est qu'en fait, on a toujours changé. On est parti avec un projet et puis après, on l'a changé parce qu'il y a besoin d'autre chose, puis on l'a rechangé. Enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est cette agilité qui fait le succès. C'est la capacité à écouter le terrain. Ça fait partie des choses que je revendique énormément. Écouter les gens et sentir que là, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. Donc, si je reviens sur la question des formations, au début, dans le diabète, dans les années 2000, il y avait très peu de formations sur le diabète et donc il y avait besoin de formation. On en a fait beaucoup, les gens venaient le soir, venaient le week-end, le soir, même les médecins, et ils venaient se former parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres et pas beaucoup de possibilités. Après, ça s'est amélioré. Après, le besoin n'était plus le même. Donc, il y avait moins besoin de formation parce qu'il y a eu le DPC et moins de disponibilité des professionnels. On est parti plus sur des protocoles, on est parti plus sur de l'éducation thérapeutique ou des actions comme ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond en fait. Si, alors, mais justement, maintenant, en fait, quels sont les besoins justement les plus importants en termes de partage? Sur quel sujet précisément, selon ta perspective, les professionnels de santé ont le plus besoin de partager en ce moment par rapport au contexte Alors, en fait, sur la question que tu posais des colloques, comment on choisit les sujets, on demande aux gens, enfin aux professionnels de nous les proposer. On leur dit, voilà, alors c'est sentir aussi l'actualité et avoir envie de la faire venir, l'actualité, on va dire, nationale ou autre, et puis on va avoir envie de la faire venir au niveau local, on va dire, si on est sur un projet local. C'est des professionnels qui demandent, nous on leur demande, à la fin de chaque colloque, on leur dit de quoi voudriez-vous qu'on parle au prochain.
Voilà, c'est des réunions, c'est des choses qu'on entend et on pose la question. Je crois que c'est ça aussi, c'est poser la question de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. C'est aujourd'hui beaucoup la gérontologie, hein, l'organisation en gérontologie. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt parce qu'en plus, il y a tellement de dispositifs que c'est quand même assez compliqué, ça bouge pas mal. C'est tous les sujets et ça rejoint des choses que j'ai vues dans la chatbox, c'est des sujets autour de la coordination. Qu'est-ce que ça veut dire coordonner quand on est dans une plateforme territoriale d'appui au sens de la loi de modernisation du système de santé de 2016 et des DAC, dispositifs d'appui à la coordination à venir. À la coordination, on en parlera peut-être après. Qu'est-ce que ça veut dire coordonner quand on a un coordinateur de CPTS? Et par exemple, on a fait un webinaire cette semaine avec voilà, des professionnels du territoire pour définir la coordination. C'est quoi la coordination de votre point de vue, de maison de santé, de CPTS? Parce que ça, coordonner, ça veut tout dire et rien dire. Et comment on va pouvoir se partager les choses pour ne pas faire tous la même chose. Qui fait quoi et comment on s'organise. Alors justement, est-ce que tu peux nous éclairer d'un point de vue pédagogique, parce qu'on a eu pas mal de questions là sur CPTS, les PTA, les DAC, beaucoup d'acronymes qui évoluent. Quels sont les points clés à retenir sur le rôle et les responsabilités de chacune de ces structures? Alors, plateforme territoriale d'appui, c'était donc ces structures dont j'ai parlé tout à l'heure, issues de la loi de 2016, la modernisation du système de santé, qui ont pour vocation, ce que j'ai évoqué, informer, orienter, coordonner les parcours complexes, elles sont centrées sur les parcours complexes, et apporter un appui aux pratiques professionnelles. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la loi du mois de juillet a exigé, et le décret vient de paraître là, il y a quelques jours, que tous les dispositifs qui font de la coordination, et bon, il faut reconnaître qu'il y en a quand même un certain nombre en France, hein, avec les MAIA, pour ceux qui connaissent, qui s'occupent des personnes âgées, avec les réseaux de santé. On pourrait mettre dedans aussi des clics, hein, les comités locaux d'information des personnes âgées. Enfin, il y a beaucoup de dispositifs qui font de la coordination. Donc, la loi a demandé qu'ils se regroupent, à part les clics, parce qu'ils sont portés par les conseils départementaux, mais qu'en tout cas, les autres se regroupent au sein de dispositifs d'appui à la coordination qui permettent d'avoir une interface unique pour les professionnels, donc plus de lisibilité sur tous ces services où on ne sait jamais à qui s'adresser, quand, comment. Donc, numéro unique, c'était un peu le principe des plateformes d'appui aussi. Et puis derrière, une organisation, une fusion même, hein, organisationnelle, qui fait qu'on a un seul interlocuteur qui fait la coordination. Donc ça, c'est les DAC qui sont en train de se mettre en place. La loi demande qu'ils soient mis en place avant juillet 2022, créés et fini d'être intégrés à fin 2022. Sur la question des CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, ce sont des regroupements de professionnels libéraux qui peuvent associer aussi d'autres professions, mais ça part du terrain, du soin primaire, et qui s'organisent à l'échelon d'un territoire, en général plus petit qu'une plateforme d'appui, et qui vont s'organiser pour améliorer l'accès à la prévention, l'organisation des soins, travailler des parcours, mais voilà, avec un hôpital local, au sens local, pour un petit territoire. Ils vont solliciter l'appui des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination, quand ils sont face à des parcours complexes. Parce qu'au sein de la CPTS, alors je sais qu'il y a des petites différences, mais au sein de la CPTS, il n'y a pas de coordinateur centré sur le parcours patient. Ce sont des coordinateurs généraux qui organisent les choses telles qu'on l'a dites. La coordination centrée sur le patient, telle qu'on l'évoquait, elle est plus la place des DAC. Donc moi, si je suis cadre de santé, là j'ai un patient qui a beaucoup de pathologies et je suis un peu inquiet sur sa sortie d'hospitalisation, vers qui je me tourne? Eh bien, dans ce qu'on vient de se dire, si c'est un parcours complexe, tu t'adresses à la plateforme territoriale d'appui ou au DAC s'il est déjà constitué, mais il y a peu d'endroits où c'est constitué aujourd'hui, en tapant en PTA. Il y en a un peu partout. Le territoire n'est pas complètement maillé, mais en PACA, par exemple, tout est maillé, hein, avec des PTA, où il y a un numéro unique et où la PTA va faire le lien avec la CPTS. Voilà, donc, et en fait, quand on a coordonné, ça devient un peu technique, il faut me dire à un moment donné si je continue ou pas, mais quand on a organisé la sortie d'hôpital, par exemple dans la crise Covid, entre les plateformes territoriales d'appui, les CPTS, on a fait des réunions, par exemple, avec les hôpitaux en disant qui fait quoi. Et en disant quand le parcours est simple, c'est-à-dire que le patient a juste besoin d'un infirmier ou il retourne à domicile, on peut prévenir directement la CPTS, mais ça peut passer par la PTA qui fera le lien parce qu'au moins il y a un seul numéro pour l'hôpital. Si c'est complexe, c'est le rôle de la plateforme d'appui. Non, pas PTA outils, c'est PTS stratégie, je crois pas. Je crois que les deux ont une stratégie et ils ont à la travailler en commun. J'ai envie de dire, normalement, au niveau du DAC, une prise en charge directe, individuelle d'un patient donné, alors que la CPTS, ça va être trouver un infirmier, mais ça ne va pas être directement faire le plan personnalisé de santé, le besoin du patient, le suivi, le rappel à domicile, tout ce qui est fait dans une coordination de parcours. Alors, il y a une demande un peu plus de simplicité. Ah, je peux, mais guidez-moi. Il est très technique, mais voilà, sur le sujet du fédéré, il faut se dire qu'il y a deux choses. Il y a des plateformes qui sont existantes, voilà, les CPTS,
les DAC, les PTA. Mais il y a un sujet finalement humain qui est tout simplement votre envie à vous, en tant que professionnel de santé, de s'adresser à une problématique d'un patient et d'apprendre à construire finalement, à devenir acteur de ces parcours de santé. Et donc, c'est un peu sujet de en quoi est-il important de fédérer aussi, sans forcément passer par ces organismes externes, et comment s'y prendre si moi, voilà, imaginons, je suis praticien hospitalier, j'ai envie de fédérer sur un sujet lié à la santé mentale, parce que voilà, c'était une question là, qui était posée, l'importance de la santé mentale, particulièrement dans le contexte anxiogène. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre concrètement comme action? Voilà, la première étape, donc, et en quoi c'est important. Si on est par exemple dans un établissement de santé, qu'on veut organiser un parcours, on n'a pas forcément besoin de l'appui voilà, je ne reprendrai pas les acronymes pour ne pas complexifier, mais on peut avoir envie de travailler un parcours à l'échelon d'un établissement, par exemple. Et là, ça va être déjà commencer par définir les étapes. Qu'est-ce qui se passe avant que le patient, par exemple, arrive dans l'établissement? Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il est là? Qu'est-ce qui se passe quand il sort? Qui sont les parties prenantes et avec qui je vais travailler pour organiser les choses? Donc, c'est comment je peux décrire ce qu'est le parcours de la personne, comment je vais identifier les acteurs clés. Et après, la question, c'est de s'organiser avec eux au travers de réunions, d'échanges, voilà, d'appels, bon, tout ce qu'on pourra faire qui va faire qu'on va impliquer les gens et qu'ensemble, on va se dire comment on résout, comment on apporte un soutien à cette organisation. Est-ce que enfin, voilà, l'idée pour fédérer, c'est d'aller chercher les gens et de construire avec eux. Alors, je ne sais pas, voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça me semble clé. On ne peut pas tout seul travailler un parcours si on n'implique pas les différents professionnels qui sont dedans, parce qu'on n'aura pas la vision globale, j'ai envie de dire, et la vision de tous. Et évidemment, avec les usagers. Un parallèle aussi qu'on utilise souvent à ce sujet, c'est la notion du train. La même manière qu'on a travaillé sur l'expérience patient, il y a l'expérience client quand on est usagé d'un train à la SNCF, ce qui fait notre expérience, elle commence lors du premier clic sur notre site internet, elle se passe 24 heures avant le début du voyage, mais elle termine aussi quand on arrive à la fin de notre parcours. Donc, comment identifier les moments clés, les sujets qui sont les moments particulièrement importants de ce parcours-là, ceux qui sont le mieux vécus et ceux qui sont le moins bien vécus. Et rien que faire ce travail de diagnostic ensemble avec différentes compétences autour de la table pour croiser les visions en impliquant le patient, bien sûr, c'est extrêmement puissant parce que ça permet de créer ce premier diagnostic solide. Alors, on va aussi laisser un petit peu la place aux questions et réponses du public. Donc, j'aimerais juste savoir aussi, Céline, si toi, ta vision sur les apports de la e-santé, hein, parce que je crois que tu as un là-dessus, pour améliorer le parcours des patients. Alors moi, je suis très branchée e-santé. Juste sur le point précédent, je pense que voilà, travailler le parcours, c'est identifier les points de contact, c'est à quel moment on interagit, et puis les points de rupture des parcours, parce que finalement, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est pour éviter les ruptures de parcours. On sait qu'il y a des patients qui décrochent, hein, des patients qui sont plus suivis, ce qu'on se disait en tout début là, de réunion. Donc, comment on va identifier les points où il y a des difficultés ensemble pour trouver des solutions pour que le patient reste dans un parcours coordonné et ne décroche pas et ne soit pas en difficulté. Alors la e-santé, oui, moi je travaille beaucoup en e-santé, j'y crois beaucoup. Je pense que tout ce qu'on s'est dit marche par la e-santé, c'est-à-dire comment on communique, comment on facilite la circulation d'informations, parce que finalement, coordonner un parcours, c'est se parler. C'est faire circuler la bonne information au bon moment à la bonne personne, c'est partager. Je trouve terrible de se dire qu'on fait des évaluations de la santé des personnes ou de l'autonomie, par exemple, et que chacun refait. Et tout ça, ce n'est pas partagé. Et le temps perdu à faire ça. Et ça, le numérique est une réponse. C'est-à-dire qu'au travers du numérique, on peut partager des informations, ne pas refaire. On peut éviter les erreurs. On peut associer des professionnels de façon sécurisée. Donc, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est toute la politique actuelle de Ma Santé 2022, on le disait en introduction, hein, avec les bases, le socle de la maison de Dominique Pont, c'est-à-dire comment on s'appuie sur un répertoire opérationnel. Je suis très défenseur du ROR, hein, répertoire opérationnel des ressources, parce que si on ne peut pas identifier les professionnels dans un répertoire, alors on ne peut pas les contacter, on ne peut pas les associer à un dossier patient, et donc on ne peut pas partager l'information. Donc, la première étape, c'est d'avoir un répertoire de professionnels
professionnels qui permet déjà de se parler. C'est le dossier médical partagé, c'est la messagerie sécurisée de santé, tous ces éléments-là qui vont donner de la fluidité dans les échanges. Et puis après, ce sont des organisations qui se mettent en place avec je ne dirais pas des logiciels, hein, ça peut être e-parcours par exemple, pour ceux qui connaissent, je vais essayer de ne pas être technique, mais en tout cas c'est un bouquet de services à l'appui de la coordination qui se déploie dans toutes les régions, hein, qui était financé au niveau national et qui derrière se déploie dans les régions pour apporter des outils à l'appui de la coordination. C'est un sujet sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé dans ma région, à développer alors, au départ on n'était pas sur e-parcours, mais c'était un logiciel qu'on a tous utilisé au niveau des plateformes d'appui des réseaux et qui nous permettait déjà d'avoir une façon de faire identique et de pouvoir partager de l'information de façon sécurisée. Et ça, c'est en train de se déployer dans le cadre de e-parcours avec l'interopérabilité, avec les établissements de santé, avec les organisations pluriprofessionnelles coordonnées qui vont permettre la fluidité. Moi, ce qui me choque encore aujourd'hui, par exemple, c'est de dire on fait, par exemple, des programmes d'éducation thérapeutique dans certains établissements, et ça reste, ce n'est pas forcément diffusé partout. Et après, par exemple, au niveau d'une plateforme d'appui ou d'un réseau, on va refaire aussi de l'éducation. Donc, comment on peut mettre ça en commun dans l'intérêt du patient pour éviter de refaire et pour être plus efficace. Donc, c'est le partage d'informations. Après ça, je peux continuer encore, hein, mais comme tu veux, dis-moi, ça c'est un sujet que je trouve passionnant. Je pense que sans numérique, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est le numérique qui apportera vraiment des solutions. Donc, c'est vraiment la notion de décloisonner, j'entends, Oui. Oui. et de simplifier l'accès à la formation pour créer ce fameux lien, finalement, entre les professionnels de santé et le patient. Donc, on va prendre quelques questions, juste voilà, en attendant que vous écriviez vos questions dans le chat. Un très très court au niveau de Chakari. Donc on est effectivement la première plateforme de coaching professionnel et d'accompagnement, alors plutôt sur le côté humain, relationnel et managérial. On a accompagné déjà plus de 130 professionnels de santé et on peut intervenir sur des profils encadrants, mais aussi des binômes. Et donc on souhaite vous transmettre aussi on aime bien cela, des exercices et des actions clés qu'on vous invite à réaliser. Et on a travaillé avec Céline justement sur ces 3 points qui sont le point de démarrage pour fédérer. Et donc, tu veux peut-être les commenter, Céline ? Oui, ce qui ressortait de nos premiers échanges, et c'est ce qu'on a évoqué là dans cette réunion, c'est voilà, le non-jugement et le respect de chacun, et fédérer, ça passe par là. Alors, je sais que j'enfonce des portes ouvertes pour beaucoup, mais enfin, on voit encore voilà, des moments où il y a encore voilà, pas forcément ces valeurs-là, et je pense que c'est la première étape qui fait que chacun se sent impliqué dans le projet et peut agir. La notion de pluriprofessionnalité, elle va avec dans le parcours de soins, le parcours de santé, c'est toutes les parties prenantes. On ne peut pas travailler qu'avec du sanitaire. On n'arrivera pas à améliorer un parcours de santé si on n'a pas les acteurs du social, si on n'a pas le médico-social, si on n'a pas les associations de patients avec nous. Donc, c'est vraiment penser avec toutes les professions et tout le monde, et ça peut être l'aide à domicile. Enfin, voilà, c'est vraiment à tous les niveaux qu'on va pouvoir travailler ensemble dans l'intérêt du patient pour améliorer sa prise en charge en santé, on va dire, au sens large. Et puis, bon, voilà, j'ai déjà dit, intégrer le patient dès le début. Ça se fait de plus en plus. Mais je pense qu'on s'enrichit beaucoup. Souvent, moi, j'ai remarqué que les professionnels, par exemple en éducation thérapeutique, quand on a démarré au niveau de Diabex, il fallait faire de l'éducation thérapeutique en ville et ce n'était pas habituel. Ça se faisait qu'à l'hôpital dans les années 2000. Et au début, moi, je me souviens de m'être dit, mais comment on va faire, par où on commence? Et donc d'avoir réuni des professionnels en disant, comment on pourrait faire pour aller faire ça en ville, qui va faire quoi, comment? Les ateliers cuisine, les premiers qu'on voulait faire, tu dis comment on va faire un atelier cuisine en ville. Et puis on a construit, on a trouvé. Et en mettant les patients avec les professionnels, au début, les professionnels avaient un peu peur parce qu'on n'est pas habitué à avoir un groupe de patients en face de soi, on a peur d'être pris en défaut. Mais finalement, c'est extrêmement enrichissant pour les professionnels et pour les projets. Donc moi, je pense que voilà, ça part du patient. Ça se fait maintenant, ça, je crois que c'est reconnu. Voilà, donc c'est une action qu'on vous encourage tous à prendre. Alors, je vois qu'il y a une question de Stéphanie qui nous pose la question: comment faites-vous pour faire connaître votre réseau auprès des autres professionnels de santé de votre territoire?
Oui, c'est une bonne question. Il y avait la question du financement. Donc, le financement, c'est des financements beaucoup. Bon, on mettra les liens après, hein, mais de l'Agence régionale de la santé, des politiques aussi, conseil régional, conseil départemental, ça peut être la CNSA, Caisse nationale de solidarité et l'autonomie. Voilà. Du coup, je suis partie là-dessus pour répondre à la première. J'ai oublié la suivante. Redis-moi. Alors, comment faites-vous pour vous faire connaître, hein, Stéphanie, Voilà, pour se faire connaître. Donc, la dans les santé communication, ça, c'est un vrai sujet. Alors, après, il y a la notoriété, hein, mais c'est la communication écrite, ça va être des mailings, ça va être par les ambassadeurs qu'on va pouvoir trouver, évidemment, toujours trouver des gens, des professionnels qui sont leaders d'associations, qui vont être des relais de communication. Et quand on parle de fédérer et de construire un projet, ça passe par là aussi, d'identifier les personnes qui vont être aidantes et par contre qui peuvent être aussi bloquantes si elles ne sont pas associées. Donc, ça va être trouver des relais de communication. C'est la communication écrite au travers de mailings, c'est les colloques, hein, c'est les organisations qu'on peut faire, qu'on a mis à disposition, et c'est les réseaux sociaux aussi, LinkedIn, évidemment, un peu Facebook, site Internet. Et après, c'est au fur et à mesure, en étant associé dans des réunions institutionnelles, qu'on peut aussi présenter son action et la partager. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, en tâche d'huile. Et c'est d'autant plus intéressant quand on construit un projet de fédérer d'emblée parce que les gens qu'on va fédérer sont eux-mêmes les ambassadeurs et vont aider à faire connaître. Et ça va s'amplifier au fur et à mesure. Les patients sont des bons ambassadeurs aussi et les associations de patients sont très précieuses dedans. D'accord. Donc, il y a vraiment ce lien-là. Alors, il y a une question sur aussi le rôle que peuvent avoir les mutuelles ou quels appuis partenariats avec les mutuelles ou d'autres acteurs même. Dans le privé. Dans le privé, les mutuelles, alors, elles commencent, enfin, en tout cas, elles s'intéressent à certains sujets. Dans ce que j'ai évoqué, elles ne sont pas très présentes. Il faut dire qu'il y a une multiplicité de projets, mais elles s'intéressent aujourd'hui au sport santé, elles s'intéressent à l'éducation, elles sont de plus en plus présentes, notamment en prévention ou, j'ai envie de dire aussi, pour l'accès aux soins des plus fragiles et des aidants. Donc, c'est des sujets sur lesquels on commence à les voir et on commence à trouver des appels à projets sur lesquels on peut se positionner. Il peut y avoir des fondations aussi, des fondations qui ont des objectifs, voilà, l'accès, la lutte contre la fracture, contre le numérique, différentes structures comme ça qui vont pouvoir financer, qu'on va pouvoir solliciter. Et une question aussi de Gilbert sur comment on peut embarquer les familles et les aidants quand on parle du parcours de soins des patients, notamment dans la prise en charge de personnes âgées. Comment on embarque aussi, on les rend partie prenante. C'est une vraie question parce qu'ils peuvent être, si on ne les a pas, on n'avancera pas. Si on a une personne âgée qui est un peu fragile et qu'on n'a pas les aidants et la famille avec nous, on ne pourra pas avancer. Et souvent, on s'est cassé les dents, entre guillemets, parce qu'on peut monter un projet avec quelqu'un, mais si autour, les aidants ne sont pas embarqués, hein, pour reprendre le terme, on n'arrivera pas à mener le projet. Donc, c'est là encore par l'écoute. Je parlais tout à l'heure du temps de médiation, hein, en début d'intervention, qu'on a caractérisé comme pouvant représenter plusieurs heures sur des situations complexes, même jusqu'à 30 heures, hein, mais qui est, qu'est-ce qui freine? C'est l'écoute, c'est la même chose que l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire quels sont vos besoins, qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire. Après, il y a des fois où on est en échec quand c'est vraiment compliqué, mais c'est par le fait, pareil, de fédérer aussi dans le projet, d'associer et d'écouter, de représenter les besoins de chacun pour avancer. C'est les identifier déjà, c'est pas toujours facile, hein, de trouver les coordonnées, de pouvoir les appeler, travailler avec eux. Mais on voit bien que dans les hôpitaux, et voilà, les nouvelles certifications HAS et autres des établissements le montrent, et il faut associer les aidants dans les soins, les familles, alors qu'avant on faisait sortir tout le monde, on est quand même de moins en moins là-dedans, donc on se rend compte qu'à toutes les étapes, plus les familles sont associées, plus on va être efficace dans le soin qu'on propose. Alors moi, il y avait juste une question que j'avais envie de te poser aussi. Ça va être, je pense, la dernière question parce qu'on s'approche de la fin, à moins qu'il y ait une autre question qui surgisse particulièrement importante. Voilà, une question, on va prendre la question d'Isabelle. Pouvez-vous apporter quelques précisions sur le financement? Comment on fait pour financer le fait de fédérer ces professionnels de santé?
Ouais, c'est la question d'un projet selon voilà, où on part d'un projet et on va chercher les lignes de financement, ou à l'inverse, il y a des appels à projets, il y en a de plus en plus et on mettra les liens a posteriori. Et quand il y a des appels à projets, on va répondre. Moi, j'ai souvent écrit des projets, puis après, je suis souvent allée voir les financeurs en disant il y a ça, est-ce que ça vous intéresse, comment on peut le construire ensemble par rapport à ce projet. Alors, dans les financeurs, il y a le fonds d'intervention régional qui est un financement de l'Agence régionale de la santé qui existe dans toutes les régions et on vous mettra le lien après, qui permet Ces de liens-là, notamment? voilà, tu les as mis là. Donc là, vous trouverez ces liens. Donc, bon, ARS, c'est en général, mais après, vous avez vos ARS dans vos régions et sur le fonds d'intervention régional, vous trouvez des financements de beaucoup de projets. Après, ça peut être avec la caisse d'assurance maladie qui fait régulièrement des appels à projets, que ce soit pour le tabac, en prévention ou d'autres, hein, sur lesquels on peut se positionner. Pour ce qui est de l'éducation thérapeutique, c'est encore l'Agence régionale de la santé qui peut financer. La conférence des financeurs, qui est un outil qui réunit tous les partenaires sur chacun territoire autour des personnes âgées pour la prévention. Là, je vous ai mis un lien. Il y a une conférence des financeurs dans chaque département. C'est le conseil départemental qui, en général, la dirige avec le directeur de l'ARS. Et là, il y a si c'est des projets dans le champ de la prévention en gérontologie, il y a pas mal de choses qui peuvent être financées de façon intéressante. Euh, voilà. Et après, à nouveau, bon, on peut aller chercher des financeurs privés. En général, c'est des lignes moins importantes. Moi, j'aimerais juste voilà, te poser la question de est-ce que tu as une anecdote vraiment un petit peu enfin, voilà, à partager qui t'a marqué sur ça peut être bah, sur la notion de fédérer un moment vraiment qui t'a marqué, que tu as trouvé extraordinaire et qui pourrait être inspirant pour nous et nos participants et participantes. Oh, j'en ai quelques-uns, mais bon, voilà, le temps nous presse. Je crois que moi, là, un moment où j'étais assez contente du résultat, c'est quand on était donc réseau de santé Diabex. Je sentais que c'était plus la mode. On s'est dit, il faut venir, il faut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on invente? Les plateformes territoriales d'appui n'existaient pas encore. Il n'y avait pas la loi. On était en 2013. La loi est sortie en 2016. Donc, je n'avais pas de cadre, mais je me suis dit, il faut changer. Comment on va faire? Et donc là, j'ai mené une dizaine de groupes pluriprofessionnels sur les territoires et je leur ai dit, mais de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pareil, feuille blanche, raconter. Et les gens ont raconté. Et en fait, c'était hyper enrichissant parce qu'ils avaient plein de besoins. Et donc ça, on l'a écrit. Ça s'est regroupé sur tous les territoires, que ce soit à l'hôpital, en ville, etc. Et avec ça, eh ben, on a construit un projet qui était celui d'Apport Santé, qu'on appelait au début Centre d'orientation de coordination et qu'on avait présenté à l'ARS, qui au départ ne voulait pas le financer parce que ça rentrait dans aucun cadre. On était encore dans les réseaux de santé. Donc je suis allée chercher un autre financeur qui a permis de démarrer. Et du coup, on a vu que ça marchait hyper bien. Et là, on est retourné vers l'Agence régionale de la santé qui nous a financé à titre pilote. Ça a très bien marché, ça a fédéré en PACA. Et après, bon, la loi de santé est arrivée en 2016. Donc ça, c'est une anecdote parce que ça revient sur la question de l'écoute du terrain. De comment on écoute le terrain, c'est-à-dire comment on sent, si on répond vraiment aux besoins ou pas en permanence dans ce qu'on fait, ce qu'on est vraiment utile, pas faire pour faire, mais et comment j'entends pour pouvoir faire évoluer mon projet. Et puis la deuxième, elle est plus rapide parce que voilà, le temps est fini, mais elle me plaît aussi, c'est de dire que avec les associations de patients, quand on était sur Diabex, ils nous avaient dit il faut absolument du temps de psychologue, il faut des consultations avec le psychologue. On ne les avait pas prévues initialement, parce que ce n'était pas le projet, c'était de l'éducation thérapeutique, de la formation, de la coordination. On l'a mise. Et en fait, ça n'a pas marché. Au début, les patients ne venaient pas. Et du coup, très vite, on a transformé ça en groupe de parole, et là, ça a très bien marché. Et ce que je veux dire par cette anecdote-là, c'est qu'en fait, le besoin de suivi psychologique, il y était. Il n'était pas forcément sur l'échelon individuel, mais plus sur la question du groupe. Et c'est cette agilité qui est peut-être le deuxième message que j'ai envie de faire passer, qui fait qu'on peut fonctionner dans un projet. Ce n'est pas arriver avec des choses très figées. Et quand les financeurs le permettent, c'est d'autant mieux. C'est comment on peut, en agilité, modifier le projet à tout instant pour être sûr qu'il répond au terrain. Voilà, c'était mon premier point. C'est donc mes deux points, terrain et agilité. Un immense merci, Céline, pour ton témoignage très, très inspirant. On espère, pour tous nos participants et nos participantes, que vous avez pu, au regard de cette expérience, je dirais, entrepreneuriale, parce que c'est vraiment l'histoire d'un beau parcours d'entrepreneur dans la santé, finalement, d'avoir cette dimension médicale, mais aussi de créer un réseau de plus de 6 000 personnes. Vous inspirez et on vous a livré cette action très simple. Commencez par fédérer à partir d'une problématique patient que vous aimeriez résoudre, un sujet thérapeutique, différents professionnels de santé pour tout simplement les écouter sur leurs difficultés et sur aussi ce qui fonctionne bien selon eux, ce qu'il faut renforcer.
Et à partir du moment où vous créerez cela, il y a ces ponts déjà en interne qu'on vous invite à créer, et aussi avec tous les réseaux dont on a pu partager, les CPTS, les DAC, les PTA. On vous enverra un compte-rendu de ce webinaire avec les ressources utiles, et un immense merci à tous et à toutes pour la qualité de votre présence. Et encore merci Céline pour ton témoignage. Merci Martin pour ton invitation, c'était un plaisir. Merci à tous, hein. Vous avez été nombreux, c'est un vrai plaisir. Donc heureuse de savoir que j'ai pu apporter un peu d'éclairage sur ce sujet-là. Donc au plaisir. On va échanger, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.